Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et que vous suivez en direct le matin à 11h sur la chaîne Bismart. Alors on parle beaucoup de ces fintechs qui bousculent la banque traditionnelle. On va en avoir un exemple très concret dans l'interview. Ce sera avec Gabrielle Thierry de Carmen, qui est une toute jeune start-up. Elle n'a même pas un an et elle annonce sa première levée de fonds, premier tour de table aujourd'hui. On en parle donc tout à l'heure. Ensuite, on aura au cœur de cette émission un gros focus sur le métavers. Métaverse, en tout cas le futur d'Internet ou le futur des technologies. Est-ce que c'est un laboratoire du futur? On en parle avec des experts. En tout cas, cette nouvelle super plateforme commence à dessiner de nouveaux modèles économiques. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec la coach start-up qui nous parlera de la meilleure façon d'intégrer pleinement le télétravail aussi dans sa start-up. Avant de conclure par « Et demain » avec un tissu capable de détecter, de stocker, d'analyser des données et même d'être programmé. Mais tout de suite, donc, c'est le moment de l'interview. On va parler de l'accès au financement différemment qu'à travers une banque. Alors, mon invité est le cofondateur, je disais, d'une toute jeune fintech qui s'intéresse aux besoins de liquidité que rencontrent les startups. Bonjour Gabrielle Thierry. Bonjour Nelson. Vous êtes donc le cofondateur de Carmen. Je viens de présenter votre positionnement global. Mais alors, quel est le problème principal selon vous d'accès au financement des dirigeants des entreprises, en particulier des dirigeants des entreprises numériques et de la tech? Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a tout un pléthore de nouvelles entreprises qui sont les entreprises du digital, du numérique et qui commercialisent des abonnements. Et aujourd'hui, ces sociétés sont assez peu couvertes par les financeurs traditionnels. Alors attendez, là vous allez un petit peu trop vite. Aujourd'hui, les entreprises de la tech, vous nous dites celles qui vous intéressent parmi toutes ces entreprises du numérique, c'est celles qui vendent de l'abonnement, des services auxquels on s'abonne? Exactement, soit en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. Et pourquoi c'est celles-ci qui vous intéressent en particulier? Parce qu'elles sont en pleine effervescence, c'est un modèle qui est en pleine croissance en France. La France est d'ailleurs le premier marché européen où la consommation à l'abonnement croît le plus vite, 19% par an. C'est vraiment un nouveau modèle économique ça, qui s'est installé dans la société numérique. Alors, à travers, par exemple, les logiciels que l'on loue désormais dans le cloud ou à travers des abonnements que l'on paye pour accéder à des services ou des loisirs numériques, c'est cela dont on parle. Pourquoi ces entreprises auraient des difficultés particulières à accéder au financement? Ce n'est pas forcément qu'elles ont des difficultés, c'est juste qu'aujourd'hui, les solutions actuelles ne sont pas forcément spécifiquement adaptées à ce modèle. Donc aujourd'hui, les deux options, c'est la levée de fonds ou le financement bancaire classique. Les banques, d'un côté, sont structurellement et réglementairement pas très adaptées au modèle digital. Pourquoi? Parce que les sociétés digitales, elles ont une solution qui est complètement numérique, qui est dans le cloud, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Oui. Les banques financent sur du concret, de l'actif, de l'immobilier, de stock, de l'inventaire. Et donc, de manière générale, les banques financent très peu de sociétés. Et de l'autre côté, on a la levée de fonds. Alors, oui, Ou alors elles attendent peut-être que les entreprises fassent leurs preuves et donc ça ne fonctionne pas avec des jeunes entreprises. Exactement. Et pour les levées de fonds, j'imagine que c'est pareil, les investisseurs, il faut savoir les convaincre, ça ne se fait pas comme ça. Il faut les convaincre et c'est un marché en pleine ébullition. 48 heures, parce que ça c'est votre promesse en fait, de fournir un financement en 48 heures. En 48 heures et de manière extrêmement transparente, où on redonne le contrôle à l'entrepreneur et le dirigeant sur sa stratégie de financement. Donc là, vous bousculez vraiment le modèle bancaire, le modèle du prêt finalement, mais vous dites que ça fonctionne sur ces entreprises qui, elles, ont des services qui leur génèrent des revenus réguliers finalement, l'abonnement. Mais alors si elles ont des revenus réguliers, pourquoi est-ce qu'elles auraient besoin de liquidité ou de crédit? Parce qu'elles ont une bonne trésorerie. Elles ont plutôt un modèle assez solide. Elles ont un modèle solide, mais qui a besoin d'accélération constante, ou pour justement signer des clients, pour accélérer, elles dépensent des fortunes tout de suite, afin ensuite de rentabiliser leurs clients plus tard. Donc elles vont dépenser sur l'acquisition, sur le marketing, sur le recrutement de profils, et ensuite elles vont récupérer la forme de ces investissements sur une durée prédéterminée assez longue. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à ces entreprises d'avancer upfront, donc en trésorerie immédiate, la valeur de ces abonnements clients, pour permettre d'accélérer la croissance et faciliter le développement de l'entreprise. Mais alors concrètement, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on dit, voilà, moi j'ai 4 grands clients qui me fournissent chaque mois tel type de revenus, et en fonction de cela, vous pouvez accorder un type de prêt, de crédit?
Ou c'est toujours la même façon d'accorder le crédit? Comment est l'offre? Comment elle se présente? Nous, le principe technologique de Carmen, c'est qu'on a réinventé la manière dont le risque d'une entreprise est évalué. Aujourd'hui, une banque, elle va regarder des données traditionnelles, des données bilancielles, assez classiques en fait de l'industrie globale. Nous, on va venir regarder des données qui sont complètement alternatives, innovantes pour ces modèles digitaux. Et donc, on va venir se connecter aux différentes briques d'outils de ces entreprises afin de récupérer la data qui est vraiment pertinente au modèle digital en temps réel et de manière dynamique. Donc ça va nous permettre de beaucoup mieux comprendre ces entreprises. Et ensuite, comment vous leur fournissez ces liquidités? On les avance. Directement sur le compte? Sur le compte, comme ça, prêtes à être dépensées sur tout type de dépenses pour accélérer du recrutement, de la croissance, du marketing aussi beaucoup. Ok, alors d'un point de vue technologique, qu'est-ce que ça engage? Vous avez créé une application, il y a une plateforme? C'est ça, c'est une web app où nos clients vont pouvoir s'onboarder et ensuite connecter leurs outils. Et donc, on a développé des connexions API, donc des connexions technologiques. Et vous récupérez quoi comme type d'informations? Des données, bien sûr, qui sont anonymes, qui sont sécurisées et qui sont bien sûr en politique de confidentialité, mais qui nous permettent de comprendre la santé financière et opérationnelle des entreprises. Donc, un exemple concret, typiquement... Donc, un peu ce que demande une banque, finalement, là, vous me dites? Un petit peu, mais la banque, elle va demander un bilan, des liasses fiscales, qui sont des documents très financiers, qui sont des documents comptables. Nous, on va vraiment se connecter au niveau de l'outil pour récupérer l'utilisation et la facturation de la plateforme et du business. Donc c'est la donnée qui est beaucoup plus granulaire, beaucoup plus précise. Et nous, en tant que financiers, nous donne beaucoup plus de granularité sur la santé financière de l'entreprise qu'une banque qui regarde des données rétroactives sur 6 mois, 1 an, voire encore plus. Et alors, donc on peut souscrire un prêt finalement en 48 heures. On a un engagement sur quelle durée? Quel est le type de contrat qu'on signe avec Carmen? Donc c'est un financement classique à court terme, avec une maturité maximale de 12 mois. L'idée, encore une fois, c'est que la transparence règne et que l'entrepreneur ou le dirigeant garde le contrôle sur sa stratégie de financement. Donc il n'est plus à la merci soit d'une banque, soit d'un investisseur qui va rentrer au capital et le diluer de son actionnariat, mais il reprend contrôle lui-même de sa stratégie de financement et il dépense comme il le souhaite. Et ça chahute vraiment le modèle bancaire aujourd'hui ou le modèle de financement des startups? Alors en France, c'est encore une tendance qui est très nouvelle. On fait partie des premiers à se lancer. Aux États-Unis. Parce que vous êtes lancé, donc je disais, il y a moins d'1 an. C'était quand? En mai 2021. En mai 2021, et on a annoncé une levée de fonds récemment de 22 millions d'euros justement. Aujourd'hui même? Aujourd'hui même, exactement. Mais c'est un modèle qui est anglo-saxon de base, où moi j'ai fait ma formation, où j'ai commencé à travailler dans l'investissement direct. Donc moi-même, j'investissais en capital risque dans ces entreprises. Et c'est un modèle qui marche extrêmement bien là-bas, qu'on a voulu importer en France avec mes cofondateurs. Et c'est un modèle, donc vous parlez d'une plateforme et d'une application, tout est automatisé? Ça, c'est un logiciel qui récupère la donnée, qui la traite, l'analyse et décide d'un score qui est attribué à l'entreprise pour accéder à un montant spécifique. C'est ça. Tout est automatisé, ça veut dire que c'est du sur-mesure, mais en revanche, on n'a pas de négociation possible alors? Oui et non. L'idée, c'est encore une fois que la transparence règne, où on obtient un financement sur la qualité de son business et pas à la tête du client. C'est aussi pour les raisons pour lesquelles le financement du revenue-based financing, comme on l'appelle, est beaucoup plus démocratisé. Il est disponible partout en France, dans toutes les régions. Et c'est un financement, on va dire, qui est beaucoup plus égal que la levée de fonds, qui est encore majoritairement concentrée en région parisienne. Et bien sûr, où les femmes et les minorités sont encore très sous-représentées. Donc vous nous dites finalement l'algorithme est plus neutre, plus juste. Équitable, sûrement. Plus équitable, y compris dans la question effectivement de l'accès au financement des femmes entrepreneurs. C'est ça, du moment qu'elles sont bien sûr dans l'industrie. Si vous n'avez pas intégré un biais dans votre algorithme. Non, jamais. Alors, la banque de demain, vous l'imaginez comment? Parce que là, vous attaquez une toute petite partie finalement du secteur. Vous attaquez le prêt, mais le prêt pour les entreprises du numérique qui vendent du logiciel ou du service par abonnement. C'est ça. Ça paraît encore très très niche. Mais ça paraît très très niche. Est-ce que demain, ça peut se déployer autrement, plus largement? Tout à fait. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que l'abonnement, la consommation à l'abonnement, elle est en pleine effervescence. La France est le pays européen où elle croît le plus vite. Et c'est pas que du SaaS, l'édition de logiciels, c'est un business model qui est en train de se propager dans toutes les verticales, que ça soit dans la banque, dans la logistique, dans la food, dans la livraison. Et donc on le voit de plus en plus partout se répliquer, car les consommateurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises, souhaitent consommer par abonnement. Donc modèle d'avenir, vous nous dites, et ce sera donc un marché beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. Mais aujourd'hui, pour vous vous lancer, vous avez quand même eu recours à une levée de fonds. Vous ne demandez pas à vos clients de payer un abonnement pour le service que vous leur fournissez, donc vous êtes encore dans l'ancien modèle finalement. Finalement oui, c'est un peu l'ironie, c'est que nous-mêmes on a levé des fonds et on s'est dilué pour permettre à nos clients de ne pas le faire.
D'accord. Et vous êtes adossé aussi, j'ai vu, à un établissement institutionnel, financier, classique. C'est ça. Pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est la réglementation aujourd'hui financière qui vous l'impose? C'était stratégique. On a voulu s'adosser directement à un leader européen du crédit qui nous permet en France d'avoir la capacité de déploiement la plus scalable et la plus ambitieuse et du coup de financer nos clients et nos entrepreneurs et dirigeants de manière la plus compétitive. Et ça pourrait bouger demain? Tout à fait. Aussi sur votre propre modèle? Tout à fait. Bon, en France. On n'en saura pas plus. Très bien, on vous réinvitera. Merci beaucoup. Gabriel Thierry, donc cofondateur de Carmen, qui annonce son premier tour de table à 22 millions d'euros aujourd'hui et qui nous a permis de voir comment on pouvait bousculer ce système d'accès au financement des startups du numérique. C'est l'heure de notre talk. On enchaîne avec une discussion autour du métavers. Le métavers, ce laboratoire du futur. Alors je dis le métavers, mais je devrais dire les métavers, autant de possibilités pour le futur d'Internet, plus largement sans doute pour étudier l'émergence de nouveaux usages. Alors parmi les promesses, les incantations, on va voir quelles sont les réalités virtuelles, mais qui pourraient réellement émerger, et ce que pourrait changer cet avènement de ce nouveau paradigme pour Internet. On en discute donc avec Christophe Camborde, cofondateur de Civic Power, qui est une association à but non lucratif développant des outils de démocratie numérique. On peut citer donc une plateforme open source de vote sécurisée sur la blockchain. Et vous avez lancé avec le média satirique le Gorafi le premier métavers dédié à la présidentielle 2022. On en parle tout de suite. À côté de vous, Cathy Brem, directrice adjointe innovation chez France Télévisions et rédactrice en chef du blog Méta Média qui explore le journaliste et les médias du futur. Et vous avez piloté le dernier cahier de tendance média publié par France Télévisions donc sur le sujet justement du métavers. Alors, peut-être qu'on va... avec qui je vais démarrer? Avec vous, Cathy. Tiens, je vais démarrer avec vous parce que votre dernier cahier de tendance est titré ainsi « Métavers et métamédia, un troisième chapitre d'Internet ». Donc, on parle d'un Web 3. Et en introduction, Éric Scherer, qui est lui le directeur de l'innovation chez France TV, il explique qu'aujourd'hui, nous allons sur Internet, demain, nous irons dans Internet. Je trouvais que c'était pas mal comme définition pour comprendre un peu où ça va, ce métavers. Mais effectivement, en fait, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, on était plutôt dans quelque chose de deux dimensions. Après, on est arrivé dans le web 2.0 avec les réseaux sociaux. On était un petit peu plus dans de l'interactivité. Et avec le web 3.0, on change complètement de paradigme puisqu'on rentre vraiment à la fois dans un Internet plutôt en 3D, dans un monde virtuel parallèle, mais qui est basé vraiment aussi sur une philosophie différente par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, beaucoup plus participative, beaucoup plus décentralisée. Et là, on arrive vraiment dans des choses très très grandes qu'on va avoir du mal à comprendre assez rapidement. À cerner, tout à fait, parce qu'il y a des choses qui émergeront, d'autres pas sans doute. On rentrera davantage dans le détail sur ce que ça va changer vraiment pour les utilisateurs. Avant, je voulais qu'on présente quand même cette initiative avec le Gorafi. Donc, premier métavers des acteurs de la vie publique et politique, ça s'appelle CryptoPolitics. Et en fait, c'est un jeu que vous lancez. Oui, l'idée, c'est la campagne présidentielle. Il y a un petit peu de pression, les sujets ne sont pas toujours très drôles, en plus le Covid, etc. 80% des jeunes n'ont pas voté au régional, des jeunes en âge de voter, 18, 25 jusqu'à 30 ans. Donc l'idée, chez Civic Power, on fait à la fois quelque chose de très sérieux, qui est une blockchain de vote. Donc l'idée, c'est une technologie qui vise à permettre le vote en ligne, le vote à distance, au travers de son smartphone, de manière à ce que les jeunes puissent facilement accéder à ce sujet. Mais alors ça, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Exactement. Notre sujet, c'est CryptoPolitics. Et donc effectivement, à côté de ça, pour intéresser les jeunes, on a, avec le Gorafi, lancé un jeu avec des caricatures des divers candidats et personnalités. Et c'est un jeu de cartes. Caricatures, ils sont tous assez sympathiques, je trouve, visuellement, graphiquement. Ils sont kawaii, ils sont manga, japonais, donc c'est pas méchant, en effet. Oui, pas du tout. Mais dans l'esprit quand même de la caricature à la française, tradition. Et donc avec ça, on explique les mécanismes d'une élection, parce qu'il y a des jeunes en âge de voter qui n'ont pas bien compris premier tour, deuxième tour, etc. Et donc, de manière à, comme ce qu'on vient de dire, à s'adapter à l'ère du temps, à 2022,
C'est vrai qu'on a passé l'époque du site web et de l'application mobile. L'idée, c'est de leur présenter un monde un peu plus immersif, où ils sont présents à l'intérieur, et donc on a nos petits personnages qui se baladent dans le monde des crypto-politics. Et est-ce que, donc c'est pas juste une blague du Gorafi qui est coutumier du fait pourtant, c'est vraiment, donc vous nous dites, une façon de mobiliser les jeunes sur leurs devoirs civiques finalement. Est-ce que c'est aussi une démonstration technologique? Oui, tout à fait, c'est une démonstration de manière... De ce à quoi pourrait ressembler donc ce métavers? De ce à quoi il peut ressembler. C'est un exemple de métavers, si vous voulez. C'est un métavers dédié, thématique à ce sujet-là. Il y a effectivement des initiatives beaucoup plus, générales. On a connu Second Life, peut-être. Oui, le jeu où on fait évoluer des personnages dans une vie qui semble être la vie classique. Voilà, donc nous, c'est plutôt proche d'un jeu de société, c'est plus proche d'un jeu de cartes, mais c'est quand même un monde dans lequel il y a une monnaie, une économie, une décision décentralisée, comme dans le Web 3, comme ce que vous avez expliqué effectivement. La communauté va influencer les règles du jeu, les personnages, ce qu'ils deviennent. Donc on a voulu quelque chose d'assez interactif, et donc on a mis en œuvre une technologie qui permet cela. Alors là, c'est la période, je dirais, géniale, parce que finalement, comme tout est possible, eh bien, on voit émerger plein d'initiatives et de nouveaux acteurs. Mais est-ce que dans ce métavers qui a repris des couleurs, je dirais, depuis l'annonce de Mark Zuckerberg de transformer son entreprise Facebook en Meta, est-ce qu'on risque de retrouver finalement les mêmes pouvoirs, les mêmes puissances numériques dans le métavers que dans l'Internet d'aujourd'hui ? Il est clair que là, pour l'instant, les GAFAM ont tout intérêt à se lancer dans ce nouvel environnement, et c'était eux les premiers qui ont communiqué autour. C'est Facebook en premier, qui a déjà une masse de données incroyable en sa possession. Et si en plus, ensuite, on transforme tout cela dans un métavers en 3D avec un casque sur la tête, avec des capteurs sur les mains pour récupérer encore plus d'informations, donc forcément, ils ont vraiment devant eux un univers très économiquement intéressant dans lequel ils vont se lancer, et ils ont déjà un petit peu l'installation technologique qu'il faut pour. Oui, parce qu'ils sont propriétaires donc de Oculus VR. Voilà, donc ils ont déjà savent fabriquer des casques et des lunettes de réalité virtuelle. Donc ils peuvent même, c'est déjà une activité économique en soi. Donc se dire qu'ils vendent du produit, du matériel pour la première fois pour la maison Facebook Meta. Et par ailleurs, ils vont pouvoir exploiter différemment leurs données, transformer leur modèle économique publicitaire. À quoi ça pourrait ressembler? On a le Financial Times qui a épluché un peu les brevets de Facebook et qui nous en donne un aperçu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mais on est dans quelque chose d'encore beaucoup plus personnalisé, parce qu'aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, effectivement, on laisse une certaine trace digitale de tout ce qu'on fait, et on partage un certain nombre de données avec ces entreprises. Mais demain, si je suis avec un casque chez moi, j'interagis dans un environnement 3D, il y a plusieurs choses. Donc effectivement, on peut s'imaginer un affichage très classique de publicité, ce qui est déjà le cas. Par exemple, si je me promène aujourd'hui dans Decentraland, j'ai partout un petit peu des publicités à la façon très très classique qu'on connaît. En revanche, dans cet univers 3D ensuite, je peux vraiment cibler encore beaucoup plus par rapport même mes émotions, puisqu'en fait avec le casque je peux capter, je peux suivre les yeux, je peux capter ne serait-ce que des micro-mouvements, même des mains ou des petites réactions qui font que je peux cibler vraiment une c'est-à-dire voir quelles sont les sensibilités, les niveaux de sensibilité du consommateur, quoi, finalement. Et créer des interactions avec les annonceurs aussi. On peut imaginer qu'on aura des échanges dans ce métavers beaucoup plus directs et spontanés entre les marques et les consommateurs qu'elles visent. C'est ça, parce que pour les marques, effectivement, c'est un Eldorado, parce que d'un côté, ils peuvent diffuser des publicités, mais en même temps, ils peuvent aussi vendre tout un tas de choses qu'ils vendent aujourd'hui dans la vraie vie, dans le métavers. Alors ça, c'est un peu la vision, je dirais, cauchemardesque, si on se situe du point de vue du citoyen qui veut retrouver la main et le pouvoir et le contrôle sur un nouvel Internet, puisque comme ça démarre, je disais, c'est une période très excitante où finalement on se dit que c'est peut-être l'occasion de revoir le modèle qu'on a installé sur Internet. Est-ce qu'il y a la place, selon vous, j'imagine que oui, puisque vous travaillez dessus, pour créer de nouveaux modèles ? C'est pour ça qu'on parle très vite de Web 3 ou de NFT quand on parle de métavers, parce que c'est cette décentralisation, cette notion de blockchain, si vous voulez, de capacité aux utilisateurs. Pourquoi vous parlez de décentralisation ? Il faut peut-être l'expliquer, ça.
La notion de Web3 et décentralisation, le principe est simple. Pour aller à l'opposé de la centralisation des plateformes du Web2, pour ne pas recréer ce modèle, comme vous le disiez précédemment, l'idée est de décentraliser la propriété et la gestion de cet univers. Et pour faire ça, on a un outil génial qui est la blockchain. La blockchain, elle a démontré avec Bitcoin qu'on peut avoir une monnaie qui n'est pas contrôlée par une banque centrale, par un État, qui est contrôlée par, a priori, personne, qui est décentralisée. Si quelqu'un a plus de la moitié de Bitcoin, Bitcoin ne vaut plus rien, parce que quelqu'un maîtrise Bitcoin. Donc là, c'est un petit peu la même idée. Il va y avoir 2 types de méta. Version Facebook avec le super ordinateur qu'ils ont annoncé pour le mois d'août prochain, en plus d'Oculus, comme vous le disiez, de tout le reste. Et là, oui, effectivement, ils ont fait une annonce importante de la construction d'un méga super calculateur. Le plus gros au monde. Le plus gigantesque au monde, qui sera capable de traiter un volume de données phénoménal. Et donc, qui devrait servir justement au traitement des données dans le métavers. Et donc là, on rejoint certains films de science-fiction, si vous voulez, où effectivement, les gens ne sont plus en 2D, mais basculent. On peut imaginer demain que vous travaillez dans le métavers de Facebook, après tout. Vous pouvez même travailler, vous pouvez ne plus le quitter. Donc moi, mon gamin qui a 12 ans, aujourd'hui, il va passer combien de temps de sa vie connecté dans ce cas-là, dans ce monde-là? C'est ça l'enjeu, en fait. Et donc effectivement, soit les plateformes vont étendre leur modèle centralisé d'oligopole dans ces nouvelles capacités. C'est-à-dire on viendra connecter des différents types d'applications, ils absorberont l'ensemble des activités. Exactement, comme ce qu'il y a eu dans Facebook.com avec des pages de marque, des jeux, de l'affiliation, etc. Votre graphe social, vos amis, etc. Donc ils vont de toute façon le mettre sur leur méta, option 1. Option 2, qui est concurrente à cela, mais qui ne va pas l'annuler. Je pense qu'il y aura un deuxième monde à côté de ça, et c'est un petit peu ce que l'on essaie de faire à notre petit niveau dans cette initiative, c'est de dire il y a des méta qui pourraient apparaître, des petits mondes qui apparaissent et qui sont décentralisés. Décentralisé signifie ce n'est pas ma propriété à moi, ni à une entreprise ou à une asso, c'est la propriété de la communauté. Alors ça va vous paraître un peu un vœu pieux. Il se trouve que ça existe avec la crypto-monnaie. C'est pour ça que je raccroche ça donc à la blockchain, à la crypto-monnaie. Même si c'est des sujets qui peuvent paraître différents au départ, en réalité, c'est le même sujet, puisque demain, ce monde virtuel, s'il est opéré par des ordinateurs décentralisés, où tout le monde, sur un serveur, peut héberger une partie de ce petit monde-là, au lieu que ce soit centralisé dans le super ordinateur de Facebook. Si tous ces gens-là, ils ont des jetons, des pièces, si vous voulez, et que ces pièces permettent de voter, on peut recréer un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie, une sorte de démocratie, si vous voulez, où la majorité peut orienter les règles de cette société virtuelle. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'outil technologique qui permettrait effectivement l'émergence de plusieurs métavers, mais ça pourrait déjà exister, je dirais, ça existe d'ailleurs, il y a déjà des communautés sur Internet. Pour autant, il y a quand même des géants. Et les gens sont peu nombreux et assez localisés. Comment est-ce qu'on inverse? Comment est-ce qu'on peut trouver des modèles qui vraiment fassent basculer un modèle quand même de centralisation des puissances à un modèle plus décentralisé économiquement? Et là, c'est vraiment en faisant émerger plein d'initiatives comme la vôtre, ou en ayant beaucoup plus de gens qui ont aussi les capacités professionnelles à le faire, en formant les futurs utilisateurs et en formant les futurs fabricants d'autres blockchains, pour qu'on ait un maximum de gens qui sont face à ces géants. Il ne faudrait pas reproduire le modèle qu'on a eu avec les réseaux sociaux où ces géants ont acquis toutes ces petites startups à droite à gauche qui faisaient des choses très 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 avancées, parce que c'est pas Facebook, c'est pas Mark Zuckerberg qui a inventé tout l'environnement qu'on a aujourd'hui dans le Web 2.0. C'était des petites entreprises justement qui étaient très en avance, notamment parfois aussi en Europe, qui se sont fait racheter par les géants. Donc ça veut dire prendre conscience quand même qu'on va dans cette direction, qu'il y a des technologies aujourd'hui qui existent, il faut miser dessus et protéger donc, notre capital technologique et économique en Europe. Si on prend des exemples plus concrets, puisque vous vous intéressez au modèle des médias du futur, à quoi ça pourrait ressembler un média demain dans le métavers ? En fait, on a aujourd'hui des petites briques où il y a des médias qui ont essayé de s'approprier le métavers et tout l'univers qui est autour. Demain, ça pourrait être vraiment un monde à part dans lequel on n'est pas forcément obligé de reproduire exactement ce qu'on a aujourd'hui dans le vrai monde, parce que ça n'a aucun intérêt. En fait. C'est ce que j'allais dire. Si on diffuse Smart Tech avec des avatars, est-ce que ça change quelque chose fondamentalement ? Pas vraiment. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse vraiment dans ces nouveaux mondes, c'est de pouvoir interagir beaucoup plus
avec notre public, et notamment avec un public un petit peu plus jeune, puisqu'on le sait très bien que c'est la génération Z et les générations alpha qui sont naturellement dans ces univers 3D. Et même d'autres générations qui sont arrivées avec la pandémie, avec cette appropriation beaucoup plus des univers 3D qu'on n'avait pas du tout avant d'être enfermés chez nous, être obligés de participer à des réunions virtuelles. Donc nous, médias, on peut vraiment prolonger les univers qu'on sait fabriquer dans le monde réel, les séries, des films, dans ces univers dans lesquels même on peut co-construire peut-être quelque chose avec nos publics, puisque toute cette philosophie repose aussi sur beaucoup de créativité. Donc, dans le gaming aujourd'hui, dans Fortnite, dans Roblox, les joueurs eux-mêmes peuvent fabriquer leur propre monde. Créer des univers, oui. Et donc, c'est pas que nous, médias, qui allons proposer quelque chose d'un univers, mais on peut même le faire enrichir vraiment avec... Et d'ailleurs, dans votre rapport, vous parlez du gaming, vous dites le gaming, c'est la nouvelle télé. Mais c'est un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Le Web 3.0 repose quand même beaucoup sur la philosophie du gaming. Donc, à la fois dans le côté participatif, à la fois dans le côté un petit peu ludique, dans l'interaction. Les objets virtuels. Et les objets virtuels, et voire même l'esthétique aujourd'hui, encore aussi les skins, voilà, donc les avatars. Donc toute cette liberté qu'on a aujourd'hui dans le gaming, c'est vraiment la première porte d'entrée un petit peu aujourd'hui du métavers tel qu'on le voit se manifester aujourd'hui. Alors ça n'empêche pas de faire des contenus tout à fait sérieux et impliquant comme les questions d'élection d'une nouvelle présidence d'un pays. Je voulais revenir sur le jeu donc crypto-politique, ce que vous lancez, donc un premier métavers de la politique finalement. Donc vous l'avez expliqué, ce sont des cartes à collectionner, un peu sur le modèle de Sorare, Sorare, qui est notre start-up française, mais elle qui s'intéresse plutôt aux footballeurs qu'aux politiques. Donc c'est un peu le même principe. Donc elles sont adossées, vous l'avez dit aussi, à une crypto-monnaie. C'est une monnaie qui n'existera que dans ce jeu. Tout à fait. Mais qu'on pourra quand même convertir en euros. Alors oui, effectivement. L'industrie du jeu... Et pourquoi c'est ce choix, c'est-à-dire de faire rentrer l'argent finalement réel dans ce métavers et en plus dans la politique? D'abord l'industrie du jeu, effectivement, avec l'annonce de Microsoft qui est récente aussi, on voit que c'est 2 fois l'industrie du film. Le rachat d'Activision Blizzard. Tout à fait, et on voit que le marché du jeu, j'ai regardé les chiffres, c'est 2 fois en volume l'activité du cinéma. Donc c'est vrai que ça a été très vite, et pendant le Covid, ça s'est accéléré. Donc le jeu est un nouveau média, en effet, parmi tant d'autres. Il n'y a pas que l'écrit et la vidéo, il y a maintenant le jeu. Effectivement, cette histoire de méta transforme le jeu de manière encore plus immersive, si vous voulez, va encore accélérer ce phénomène. C'est-à-dire que le jeu est plus forcément ludique. C'est ça, ça devient... Exactement, c'est un mode de vie. Un mode de vie, si vous avez vu Adidas qui a racheté cette société française aussi Rect qui fait des NFT de chaussures, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils créent des chaussures virtuelles. Ouais. Et moi, j'ai un ado qui a 17 ans, et effectivement, je pense qu'il est prêt à acheter une somme d'argent qui est peut-être équivalente dans le monde réel et dans le monde physique. Pour équiper son avatar de super chaussures. Ça peut vous paraître fou, mais oui. La réponse est oui. Et vous allez voir apparaître tout un tas de modes comme ça, et je pense que les marques vont se positionner dans ces mondes virtuels au travers de ces objets. Objets NFT, donc blockchain, sécurisé, on est sûr qu'il existe, cet objet, et il a une existence digitale, mais unique, une forme d'unicité et donc une valeur, parce qu'il a une rareté. Maintenant, j'en reviens à votre question, pourquoi des euros dans notre cas? Nous, on veut le financer, on veut qu'il y ait une activité économique de manière à pouvoir grandir. Et tout comme Oculus permet à Facebook de démarrer une activité économique, nous, c'est pareil, c'est un jeu. Vous pouvez participer gratuitement. On vous offre des cartes au départ, mais si vous vous passionnez pour ce jeu et si vous y passez beaucoup de temps, si vous voulez des cartes qui évoluent, des cartes plus fortes, vous pouvez acheter des cartes. Et ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Donc mais on pourrait les acheter avec cette monnaie virtuelle uniquement. Oui, donc cette monnaie virtuelle, vous pouvez la gagner. Dans le jeu, on va mettre en œuvre des mécanismes où vous allez gagner cette monnaie, ce qui fait que vous pouvez faire évoluer le jeu comme la plupart des jeux d'aujourd'hui mobiles, où vous pouvez finalement dans le jeu ne jamais mettre d'euros, y passer beaucoup de temps. Et votre temps, finalement, c'est une forme d'argent. Et vous pouvez, en vous investissant, en jouant beaucoup, gagner de cette monnaie qui s'appelle le SIP, de manière à acheter des cartes avec le SIP. Si vous voulez accélérer le temps et si vous voulez y passer moins de temps, mais malgré tout faire évoluer votre jeu et votre jeu de cartes, vous pouvez acheter des coffres. Et en ouvrant ce coffre, à l'intérieur, il y a des NFT de SIP que vous allez découvrir.
Et comment vous achetez des coffres? Au travers d'une application mobile qui est dans le store de Apple ou de Google, ce qui est une manière pour nous de capter. Ça répond un peu à votre question de tout à l'heure. Comment des activités comme ça vont émerger? Il faut qu'on rencontre une audience. Oui. Donc on le fait grâce à des deals comme Logographie, qui a une position géniale pour nous, tout à fait la même finalement. Côté satirique, d'effets sociétaux, y compris la politique. C'est d'actualité en ce moment la politique. Mais il faut aussi qu'on arrive à toucher les consommateurs, les gens, les clients. Et donc on y arrive au travers des stores, tout simplement. Donc on attaque les GAFA par eux-mêmes, finalement. Ils ont l'audience. Il faut bien qu'on arrive à convertir cette audience pour la faire venir. Donc au travers d'une app, vous pouvez acheter des cartes. Vous pouvez aussi, au travers du jeu, du web, directement rentrer dans le jeu sans payer. Vous pouvez avoir une activité au sein de ce métavers. Vous avez du SIP. Avec ce SIP, on va vous demander votre avis. Si vous en avez beaucoup, vous donnerez votre avis un petit peu plus que celui qui en a très peu. Si vous êtes très investi dans cet univers, vous aurez plus votre mot à dire que si vous êtes un nouvel arrivant et que vous êtes peu investi. Alors, le volume de SIP ne sera pas le seul critère, évidemment. Si quelqu'un a passé beaucoup de temps, a beaucoup interagi, s'est beaucoup investi dans le jeu, il aura son mot à dire face à quelqu'un qui aurait mis beaucoup d'argent et qui serait resté depuis peu de temps. Vous me rassurez. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre, comme dans la société. Et cette conversion en euros, pour vous, c'est un début de modèle économique, donc? Alors, on voit qu'il y a des jeux. Alors, je ne sais pas si ça va marcher dans notre cas. On débute, on est une start-up. Il y a cependant des jeux qui ont déjà démontré aujourd'hui que des joueurs très investis peuvent quasiment en faire un revenu. Est-ce que ça va devenir leur revenu principal? On ne sait pas, peut-être. Mais peut-être qu'à un moment donné, effectivement, vous investissez, vous jouez bien, vous êtes talentueux et vous développez ce monde, vous allez capter une valeur. Et oui, effectivement, nous, on souhaite qu'elle soit reconvertie en euros de notre côté. Eh bien, très bien, c'est ambitieux et tout ça, ce sont des modèles qui sont encore à tester, mais c'est important de le faire. Merci beaucoup Christophe Camborde, cofondateur de Civic Power, et Cathy Brem, directrice adjointe innovation chez France Télévisions, pour vos éclairages sur les métavers. Juste après la pause, on retrouve notre coach start-up. Elle va nous parler de la meilleure façon d'intégrer le télétravail. Vous regardez Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation. On est sur la chaîne Bismart le matin en direct dès 11h. Maintenant, c'est la deuxième partie de l'émission qui va démarrer. On va aller découvrir une nouvelle fibre textile qui est aussi souple et mince qu'un fil à coudre. Mais celle-ci a une caractéristique unique puisqu'on peut lui demander de gérer, de la donner, de la stocker et même d'être programmée. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec la coach start-up, Émilie Benayad, directrice de l'accompagnement opérationnel des startups du portefeuille Serena. Bonjour Émilie. Bonjour Delphine. Alors, notre façon de travail a évolué énormément du fait de la crise Covid-19. Ça a accéléré cette tendance qu'on avait à davantage télétravailler, également dans le monde des startups, qui ne sont pas au contraire à l'écart de cette tendance. Parfois, même certaines ont choisi d'en faire une règle du télétravail. Exactement. Effectivement, si on se remet un peu dans le contexte, il y a 2 ans, le télétravail s'invite dans nos vies avec une contrainte d'abord qui est le Covid. Et petit à petit, de plus en plus de boîtes, et notamment au sein de l'écosystème start-up, le voient comme une opportunité. Alors une opportunité pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça ouvre un pool de talents qui va au-delà des frontières de la ville ou même du pays. Oui. Ensuite parce que... Et on sait combien sont difficiles à capter les talents dans la tech. Exactement. Ensuite, il y a quand même un certain nombre d'études et un certain nombre de gens qui se positionnent en voyant des vrais gains de productivité. Et c'est extrêmement objectif. Tout le temps qu'on ne passe pas dans les transports, tout le temps qu'on ne passe pas dans les distractions du quotidien au bureau, on peut le passer à travailler davantage. Il y a évidemment un impact en termes de coûts, parce que quand on a besoin de moins de locaux, on fait des économies. Il y a une étude qui a été faite par Stanford qui a essayé d'évaluer l'impact en termes de coûts. Et ils évaluaient ça à une économie de $2000 par an et par collaborateur. Pas négligeable. Ouais. Et puis enfin, une opportunité en termes de liberté et d'équilibre vie pro, vie perso. Il ne faut quand même pas oublier qu'avant le Covid, quand on voulait recevoir un colis à la maison, fallait poser sa journée de congé, quoi. Donc c'est vraiment une pratique qui s'installe et qui s'installe durablement. Vous pensez que c'est durable? Je suis convaincue que c'est durable et je voudrais partager quelques chiffres avec vous qui m'ont interpellée. On a fait une petite étude au sein des startups du portefeuille de Serena sur une quarantaine de startups pour leur demander qui, parmi elles, proposait
à leurs salariés la possibilité de faire du télétravail complet, sans obligation de revenir au bureau un certain nombre de jours par semaine. 80% d'entre elles proposent du full télétravail. Un deuxième chiffre qui m'a interpellée, c'est Glassdoor qui a fait cette étude. Glassdoor a regardé les critères quand les gens cherchent à changer d'emploi, qu'est-ce qui valorise de plus en plus. Et donc le critère possibilité de faire du télétravail a augmenté de 360%. Waouh. Et le dernier chiffre que j'ai envie de partager, c'est une étude qu'a fait l'International Workplace Group qui analyse des candidats qui ont 2 offres d'emploi similaires en termes de salaire et en termes de responsabilité. 80% des candidats déclinent l'offre qui offre le moins ou pas du tout de télétravail. Donc c'est vraiment des nouveaux modes de fonctionnement qui, du coup, amènent aussi à réfléchir à des parcours probablement plus individualisés, plus personnalisés, avec des gens qui vont faire peut-être du full présentiel, des gens qui vont faire du full télétravail et des gens qui vont faire des modes hybrides, c'est-à-dire une partie de leur temps chez eux, une partie du temps à la maison, avec le challenge de faire cohabiter tout ça. Ah, c'est ce que j'allais dire, parce que comment on s'y prend pour réussir cette mutation vers un télétravail ou un travail hybride ou un 100% présentiel, du sur-mesure finalement? Eh ben, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est faut pas négliger que c'est un changement profond. Et donc, il faut faire évoluer sa culture d'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, faire évoluer sa culture d'entreprise? C'est déjà de valoriser davantage la performance que le présentéisme. Et donc, pour ça, c'est se doter d'indicateurs, de métriques, d'objectifs mesurables qui permettent d'apporter un maximum d'objectivité dans les évaluations. Plein de méthodologies type OKR, Objectif et Key Results ou similaires qui aident à faire ça. Dans la culture d'entreprise, il y a le fait d'aller vers plus de transparence. Plus on est loin, plus c'est sujet à interprétation. Et donc, on n'est pas toujours très fort dans notre culture française sur le feedback, mais je pense que ces nouveaux modes de travail imposent le fait de développer une culture de feedback. Alors du feedback en one-to-one, mais aussi du feedback 360, en allant chercher les retours de ses pairs, de ses équipes, et aussi via des petites enquêtes, ça s'appelle des pulse surveys, c'est des enquêtes qu'on fait à fréquence régulière pour mesurer le pouls des équipes et prendre en permanence du feedback du terrain. Ouais, parce qu'un mail peut être très très mal interprété parfois. Exactement. Il faut vérifier ça. Okay. Exactement. Et puis dans la culture d'entreprise, enfin, ça va sans dire, mais pour faire ce virage correctement, il faut baser sa culture sur la confiance et la bienveillance. La bienveillance envers les gens, par exemple, qui auront choisi un autre mode de travail que moi, sans jugement. Après la culture, faut rentrer dans des choses plus concrètes et puis faire évoluer les modes de collaboration. Donc ça veut dire quoi? Plus on est à distance, moins la culture de l'oral est appropriée. Et donc il faut aller vers plus de formalisation, plus de capitalisation. Et c'est pour ça qu'on voit que dans l'univers start-up, des outils comme Notion ou comme Slack explosent et deviennent les outils de capitalisation et d'échange de savoir au quotidien. Ensuite, je pense qu'il faut faire évoluer les routines et les rituels de management. Quand on est loin, on ne peut pas faire des réunions qui durent 4 heures. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aller vers des choses plus courtes et plus fréquentes. Et puis, quand on passe moins de temps ensemble, il faut que le temps qu'on passe ensemble, il soit plus qualitatif. Et donc, je pense qu'il est très important de faire évoluer ces pratiques pour aménager des temps de rassemblement d'équipes, rassemblement de boîtes, qui mélangent du coup de l'informel et de la co-construction ensemble. Vous avez un exemple de start-up qui a réussi ce pari du télétravail ? J'ai un exemple de start-up qui est maintenant une scale-up d'ailleurs, qui s'appelle Launchmetrics. Launchmetrics, c'est une entreprise qui opère dans l'univers de la mode, du luxe, de la beauté et qui offre un outil qui permet aux entreprises de mesurer la performance de leur marque. Aujourd'hui, ils sont à peu près 300 personnes réparties dans 12 pays. Donc en plus, ils ont la complexité de l'international. Et donc eux, ça a été une des toutes premières boîtes, en tout cas du portefeuille de Serena, à voir cette opportunité du Covid, pas le voir comme une contrainte, mais comme une opportunité, et à prendre ce virage de faire des parcours sur mesure. Donc eux, ils ont défini 5 profils de travailleurs possibles, qui va du complètement sédentaire au complètement nomade, avec 3 profils hybrides au milieu, et qui permet à chaque salarié de choisir le profil dans lequel il a envie de se retrouver. Alors, on n'aura pas le temps de détailler ces 5 profils, mais merci beaucoup pour cette première impulsion sur la réflexion à mener avant d'installer du télétravail définitivement dans cette start-up. Merci beaucoup, Émilie Benayat, donc directrice de l'accompagnement opérationnel des start-up du portefeuille Serena. À suivre dans Smart Tech, on part sur demain, notre zoom sur une innovation, un tissu programmable.
Aujourd'hui, notre zoom sur l'innovation va parler de couture avec Cécilia. Oui, bonjour Delphine. Effectivement, là, c'est le moment de sortir votre aiguille et votre dé à coudre parce que je vous présente... J'ai toujours ça sur moi. Évidemment, un fil intelligent. En fait, des chercheurs du MIT ont créé la première fibre. Je parle là de tissu, pas de fibre optique, qu'on soit bien clair quand j'utilise ce terme. Eh bien, fibre textile. Exactement, la première fibre textile avec des capacités numérique. Aussi souple et mince qu'un fil à coudre, on peut la passer dans la tête d'une aiguille et la coudre sur des vêtements. D'ailleurs, ça résiste au lavage, au moins 10 lavages pour l'instant. En fait, elle est capable, cette fibre textile, de détecter, de stocker, d'analyser des données numériques et l'activité en fait du corps sur lequel on va poser le vêtement composé de cette fibre. Alors pour y arriver, les chercheurs ont réuni des centaines de puces comme ça à la queue leu-leu. Ils ont ajouté des centaines de micro-capteurs pour la température par exemple. Et puis ils ont assemblé le tout avec un polymère. Et ce polymère qui constitue donc le corps du fil, il est conducteur du courant électrique. Ce courant qui va pouvoir passer d'une puce à l'autre et transmettre cette information numérique. Le tout peut faire des dizaines de mètres de long, donc on peut en produire à grande échelle et on contrôle tout ça avec un petit dispositif externe. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Alors ça donne qu'on peut le coudre sous les aisselles d'une chemise. Ils ont fait le test au MIT, ils ont enregistré 270 minutes d'information, d'activité physique du porteur de cette chemise et la fibre est capable toute seule d'analyser les données et de comprendre les pics d'activité en fonction des pics de chaleur enregistrés grâce à l'auto-apprentissage. Et en plus de ça, elle peut stocker l'information. Donc là, on a vu qu'elle était capable d'enregistrer de l'information, de l'analyser. Elle peut aussi la stocker. Ils ont essayé. Ils ont enregistré à l'intérieur de cette fibre un petit film court en couleur, par exemple. Alors pas lourd, 767 kilobits seulement, ou alors un fichier musical 0,48 mégaoctets. Mais tout ça, ça peut être stocké 2 mois sans intervention, sans alimentation. Et analyse, c'est via des briques d'intelligence artificielle ? Oui, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que pour l'instant, ils ont réussi à intégrer dans ce fil un réseau neuronal, certes petit, mais avec quand même 1650 connexions. C'est un premier pas vers un textile intelligent. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. On parlera des applications, j'imagine, avec vous plus tard. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous nous suivez à la télé, sur le web et aussi en podcast, sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain. On sera en direct sur la chaîne Bismart dès 11h. On aura de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.